Bonjour Elias. Bonjour Fanny. Comment ça va? Ça va bien. Ouais. Ouais, carrément. Comment tu te sens là avant de débuter? C'est quoi dans ton corps? Comment ça se passe à l'intérieur? Ça commence à s'agiter, à bouger comme d'habitude. Comme à chaque fois avant qu'il se passe un truc que je peux estimer important. Et c'est très agréable parce que ça signifie que voilà, l'expérience ou le voyage vont être très agréables. J'adore. Et puis qu'on est vivant aussi. Ouais, clairement. Toi qui es aussi dans une activité où il y a du lien avec le toucher, avec du vivant, avec de la matière, je pense que ça nous rappelle aussi à quel point il y a quelque chose à l'intérieur, même si on le voit pas, on peut le ressentir, quoi. Oui, carrément. Et même si des fois, on le voit, on le ressent et on l'omet tout simplement. Ouais. C'est dingue en fait dans ces métiers de toucher où en fait on rencontre la vulnérabilité des gens et avec cette vulnérabilité vient une certaine authenticité et en fait on peut voir des gens se bouger sans qu'ils s'en rendent compte, se tordre, se soulager et c'est assez incroyable parce que ça rassure. Quand tu dis ça rassure par rapport à toi, ça rassure par rapport à l'humain en général, c'est quoi? Ouais, pour moi ça rassure par rapport à l'humain et par rapport à moi du coup, dans le sens où on est tous humains et voilà, on a tous nos moments où on est en plein éveil, on est à 100%, on a tous d'autres moments où on est un peu vulnérable et à d'autres moments on se soulage simplement, on lâche. Et c'est très agréable de travailler avec tout ça, de constater tout ça et je reste encore au début de mon parcours. Du coup, c'est très assoiffant. Oh. Ça annonce, car de ce que je comprends, plus on fait quelque chose, plus on arrive à en observer les mécanismes, à les comprendre, à les intégrer. Et donc plus de connaissances signifie plus de connaissances. Et au-delà de la connaissance, des connexions, des intérêts. Et tout ça, en fait, j'ai envie d'avoir tout ça dans mon parcours, très clairement. Ouais. Est-ce que tu dirais que justement le fait de maîtriser les connaissances nous permet de nous déconnecter de la tête pour se connecter uniquement sur les ressentis une fois qu'on a en fait maîtrisé le savoir? Ouais, c'est une super bonne question. Je me suis toujours posé la question, tu sais, parce que pour moi, dans par exemple, dans les massages que je propose ou même en hypnothérapie, là où je travaille le mieux, c'est quand je me rends pas compte que je suis en train de travailler. C'est assez dingue. Ouais. C'est comme si en fait, si je choisis de juste méditer ou d'imaginer, les choses se passent bien. Le reste de mon corps, de mon être, travaille, fait la chose. Et ça m'enlève pas en aucun cas la qualité. Du coup, je trouve ça très bien. Ça te demande quoi d'être dans cet état de flow en fait? Est-ce qu'il faut que tu fasses quelque chose, que tu dises quelque chose, ou au contraire justement, moins tu te dis de choses et plus t'es dans ton état de flow et... Il y a quelque chose que j'ai compris là-dessus, c'est que c'est pas un état que je peux maîtriser. Pour ma part, en tout cas, je parle qu'à mon sens et pour ma voix. L'état de flow, pour moi, il vient quand les conditions le permettent. C'est-à-dire quand je me sens équilibré, quelque part. Donc, si je suis sur une grande émotion, je peux très probablement pas être en état de flow tel que je peux l'être à d'autres moments. Et du coup, en fait, l'idée, c'est juste de prendre soin de soi, d'avoir confiance aussi. En fait, c'est ce même genre de confiance, pour moi, qui fait que le jour vient après la nuit, et que la nuit vient après le jour, et que personne ne peut arrêter ça. C'est simplement ça. Et une fois qu'on intègre ça, on comprend que cet état de flow, quand il vient, c'est très bien, c'est qu'on est au bon moment, c'est que tout se passe bien. Quand il vient pas, on peut juste observer, se questionner, parce que ça peut être quelque chose de simple, un peu de fatigue, juste pas le bon moment, tout comme ça peut être une limite franchie, quelque chose qui fait que nous pouvons pas canaliser toutes nos ressources. Ouais. Et cette confiance, elle vient d'où en toi? Cette confiance, elle vient du fait d'avoir passé beaucoup de temps à pas faire grand chose. Cette confiance, elle vient du fait, en fait, c'est un peu le concept du monde intérieur pour moi. C'est-à-dire dans cette réalité qu'on se partage. Donc là, assis dans mon salon, par exemple, avec toi, en train de parler et donc d'inscrire quelque chose dans cet univers qu'on partage. À côté aussi, pour moi, il y a comme une autre existence à l'intérieur que chacun a pour soi, que certaines personnes s'en rendent compte, d'autres non.
et on n'a pas besoin de s'en rendre compte pour que ça soit là. Ça, c'est clair et net. Et en fait, j'ai eu le temps d'étendre cet univers à travers plein de moments de solitude, plein de moments où, à mon enfance, avec la religion, en fait, on est amené à être dans des états seconds, à explorer des choses à l'intérieur, car on passe notre temps à répéter des choses, ce qui induit le cerveau à juste plonger plus profond. Et pour moi, en fait, ce monde intérieur fait la base de nous à l'extérieur. Et plus il est large, plus il est safe, plus il est riche, plus ses propriétés apportent ressources, plus c'est facile d'être confiant finalement. Car on existe déjà à l'intérieur avant d'exister à l'extérieur. Et donc, l'image de soi, les problématiques qu'on a face aux choses de l'extérieur, ou du moins dans lesquelles on se met, car finalement les ressentis démarrent de nous vers les autres choses. Peut-être elles diminuent pas, mais du moins elles ont l'air plus simples, plus easy, plus naturelles. Il y a eu des moments où t'as perdu confiance? Ah ouais, mais complètement. En fait, là-dessus, c'est assez marrant parce que je me rappelle qu'enfant j'étais confiant, puis ensuite que j'ai perdu complètement confiance. Je l'ai regagné, je l'ai reperdu. Je suis arrivé à des points où j'étais dans un c'est compliqué de le dire, un anéantissement du moi, c'est-à-dire que j'avais le sentiment d'être très clairement bloqué à l'intérieur de moi-même. Et de ne pas pouvoir, en fait, ne pas avoir de quoi discuter, comme si j'étais une simple voix dans ma tête bloquée. Ça, c'était pour moi le pire de la confiance, parce que ça a amené le fait, en fait, que je me sentais pas en valeur de parler à qui que ce soit. Donc, c'était très terrible. T'étais dans une forme de mutisme, tu parlais plus, en fait. Tu exprimais plus vers l'extérieur, tu portais plus ta voix. C'est exactement ça, je portais pas ma voix, et c'est comme si consciemment, je voulais la porter, mais j'y arrivais pas, très clairement. Est-ce que tu sais ce qui a déclenché ça? Oui, je sais. Ce qui a déclenché ça, c'est une période, en fait, où je me suis complètement délaissé, où j'ai lâché mon intégrité, j'ai ouvert mes portes et j'ai laissé tout rentrer. C'est très vague. Ouais, mais t'es pas obligé d'aller dans le détail. C'est exactement ça. C'est vraiment toi qui partages ce que t'as envie. T'avais quel âge à ce moment-là, à peu près, pour qu'on puisse se situer? J'avais 21 ans, et aujourd'hui, j'ai 25 ans. Ouais. Donc, c'était, il y a 4 ans. Ouais. Et puis à la fois, c'est court et à la fois, c'est long, 4 ans, hein. Ah oui, c'est tellement long. Dans ton cheminement. Moi, là-dessus, mais globalement, maintenant que je resitue les choses, en fait, j'avais tous mes repères de vie avaient changé. C'était détruit, ou du moins, je les avais en quelque sorte détruits, tel que je le voyais à l'époque, dans ma vision des choses. C'est-à-dire ma relation avec ma famille, donc l'image que j'avais, je l'ai déconstruite. J'ai arrêté avec la famille, et le petit Ilyes qui faisait ça, qui était ça, n'existait plus. Ce Ilyes-là qui entretenait cette image-là existe toujours. Mais cette image-là n'a jamais existé. C'est comme un rôle, c'est comme un personnage, et c'est pas du théâtre, malheureusement. Et aussi, avec ça, en fait, il y a plusieurs conséquences. On se retrouve déraciné, parce qu'une fois qu'on dit, ok, d'accord, je fais pas partie de cette famille, ou de ce clan, ou de cette nation, ou de cette idéologie, qu'est-ce qu'on est finalement après? Et j'ai su retrouver qui j'étais. Parce qu'au final, quand il reste plus rien, il reste tout. Donc, c'est assez cool. Et du coup, aujourd'hui, quand on te pose la question, qui es-tu? Tu dis quoi, toi? Je dis un être humain, un être vivant avant tout, de la vie. Ouais. Et puis, à partir de là, tout ce que je peux être à chaque instant. J'ai mon identité, Elias, avec mon âge, avec mon histoire. J'ai une vision dans ce monde. J'ai envie que les gens se sentent bien, que moi-même je me sente bien. Car se sentir bien, finalement, c'est très bien. Et pour moi aussi, quand on se sent bien en faisant les choses, on les fait vachement mieux. Et vachement bien. Et c'est pas sur la morale ou sur de la performance, c'est réellement comme le bien de une forêt qui pousse et qui crée un écosystème. C'est pas toutes les actions qui doivent avoir des répercussions négatives, c'est pas tous les bonheurs qui doivent se nourrir des malheurs. Et je pense, pour moi, c'est juste une question de réfléchir et de partager et de créer et d'agir et de ressentir aussi, très clairement, et d'être là à d'autres moments sans agir, mais
Voilà ce que je suis, globalement. De l'énergie qui veut pousser, canaliser dans cette direction-là. Et qui se propage. J'avais ce mot-là, en fait, qui se propage. Qui venait, tu vois, et alors encore plus avec ton histoire d'écosystème, clairement. Mais j'avais vraiment, cette notion de l'énergie qui se propage et, finalement, un petit peu comme un effet boule de neige où, en effet, quand on se sent bien à l'intérieur, on peut toucher, notre premier cercle déjà pour, lui permettre de se sentir mieux et de s'améliorer. En fait, c'est même pas question de s'améliorer, c'est plutôt se sentir mieux pour qu'ils puissent connecter profondément à qui ils sont, se valoriser. Et puis, en fait, c'est effet boule de neige. Après, ça se répand, quoi. Ouais, c'est exactement ça, en fait. C'est comme des mécanismes sociaux et on peut pas, en fait, pour moi, en tout cas, d'une façon assez pragmatique, les choses se transmettent entre les êtres humains au-delà du fait qu'elles soient positives ou négatives. Elles se transmettent simplement. Et mon rêve, c'est de comprendre comment ça se passe et puis surtout d'enclencher et de ne jamais... En fait, ma vision des choses reste que ma vision des choses et j'aime beaucoup l'idée que des personnes, des êtres humains, peut-être même des arbres, je sais pas, puissent juste s'en inspirer car finalement, quand quelque chose prend le pas, c'est même en positif, ça devient pas positif et pour moi, c'est chacun a la capacité de créer de la réalité et chacun peut le faire et le fait et même pour des visions, comme bien se sentir et tout. En fait, l'idée, c'est de créer quelque chose d'assez large pour qu'il soit intégré par tout le monde, mais sans que ça prenne le dessus. Globalement, c'est ça. Wow. Ouais. Ah ouais, non, mais en fait, c'est chacun à sa place, chacun a sa valeur. L'idée, c'est pas de se comparer, mais c'est plutôt de s'entraider, je dirais, à se révéler et avoir la beauté et notre capacité aussi à co-créer des choses, en fait, hein, vraiment, tu vois, la notion de magie qui peut se passer alors quand on est dans son intérieur et qu'après on le rayonne, il y a des choses incroyables qui se manifestent à nous. Et je sais pas si on revient, tu vois, 4 ans en arrière versus maintenant, est-ce que tu pouvais imaginer il y a 4 ans que tu ferais tout ce que tu fais avec aussi cette sérénité et cet ancrage, tu vois, parce qu'il y a une forme à la fois, bien sûr que ton énergie elle est là, elle est présente, etc. Mais plus je te vois évoluer, plus je ressens que tu concentres ton énergie pour pas trop. Alors, la propager, c'est une chose, mais pas te disperser, tu sais, comme une forme de concentration pour impacter davantage aussi. Ouais, clairement. C'est, en fait, c'est le concept de rêver, réaliser, critiquer. C'est, en fait, au stade du rêve, quelle que soit l'idée qu'on peut avoir, l'idée, c'est de se dire que c'est possible, qu'il n'y a pas de limite. Le rêve n'est pas fait pour être logique, il n'est pas fait pour être rationnel, il est fait pour être là, c'est tout, simplement. Et je pense il y a 4 ans, j'étais même aux prémices du rêve où je rêvais juste de travailler avec les gens simplement. C'était un truc que j'aimais bien, alors que j'étais en ingénierie à l'université et en fait ça m'allait pas trop. J'aimais beaucoup, hein, mais il me manquait un truc. J'arrivais pas à me projeter dans l'avenir. C'est comme si j'avais pris le mauvais train un peu. Ouais, tu faisais peut-être plus avec la tête en disant bon, peut-être ça va m'apporter, je sais pas, un bon travail, ou je sais même pas ce que tu te disais à l'époque. Exactement ça, très probablement c'était juste un peu le programme de ma société, de ma famille, de mon environnement que voilà. Tu faisais tes études où à l'époque? Il y a 4 ans, j'étais à Paul Sabatier à Toulouse. D'accord, ok. C'est une université. T'étais en français, je voulais juste j'étais savoir. déjà pour arrivé te situer géographiquement. Yes. Tu es arrivé en France à combien? Il y a 5 ans. Il y a 5 ans, juste. En fin 2017, début 2018. D'accord, ouais. Et avant ça, j'étais en Algérie. Je suis né à Béjaïa. C'est une ville côtière en Kabylie. C'est très sympa. Très bel endroit. Et en fait, non, je n'aurais aucune idée il y a 4 ans de ce à quoi je fais, je ressens, je suis maintenant, très clairement. Ouais. Il y a des choses, bien sûr, qui sont cohérentes, mais il y a des choses tellement surprenantes. Et c'est pour ça que le rêve ne devrait pas avoir de limite, car après ça, la réalisation arrive. Et c'est notre travail, ou le travail de la réalisation, d'amener le rêve, de le transformer en quelque chose qui peut avoir sa place dans la réalité partagée. Quelque chose de concret pour aussi pas passer pour quelqu'un de perché, quoi, tu vois, juste avec des rêves, mais finalement il n'y a pas de matière, alors qu'on est des êtres de matière, on existe, on crée, et ça peut se manifester et se voir, et c'est peut-être aussi comme ça qu'on est compris par les autres quand on réalise nos rêves. Ouais, clairement, c'est exactement ça, c'est que en fait, si on reste au rêve, on sera assez perché, et peut-être qu'on pourra être compris par certains.
Mais en rentrant dans la réalisation, en fait, notre rêve, il va être adapté à la réalité. Il va changer de forme, se transformer, nous surprendre même. Mais il deviendra quelque chose que d'autres personnes pourront s'y ressourcer. Quelqu'un m'avait dit une fois, d'ailleurs, que quand on a compris quelque chose, on peut le réexpliquer à un enfant de 4 ans. Et c'est vrai, car... et c'est ce que je cherche, du coup, à comprendre pour expliquer aux enfants de 4 ans, très clairement. Et je pense que ça commence à en arriver là et c'est super bien. Ouais. Quand tu dis ça, est-ce que c'est vraiment foncièrement à des enfants que tu as envie de transmettre ou est-ce que c'est dans la sensation de simplifier au possible pour que même un enfant de 4 ans comprenne, juste pour que moi je comprenne aussi? C'est simplifié au possible. C'est tellement simplifié juste pour garder l'essentiel finalement, car... en fait, avec un langage simple, on touche plus de monde. Et en ce moment, avec notre association Système Bien-être, l'idée, c'est de faire ça, de toucher le maximum de personnes avec le plus d'impact et le moins d'énergie en quelque sorte. Car pour faire de bonnes choses, des actions à impact, il suffit juste de comprendre et de se faire comprendre finalement. Et donc l'idée là, c'est de simplifier jusqu'à ce point-là, de pouvoir simplement partager par exemple une notion comme le fait de se sentir bien, ou alors le fait d'avoir des émotions, ou alors le fait de reconnaître certains de nos pensées, de nos mécanismes, et de pouvoir les utiliser. Ou pour revenir au monde intérieur, connaître du coup des régions de notre monde intérieur, car nous sommes pas qu'une seule chose, ni une seule facette, et je trouve que c'est dommage à chaque fois de passer devant ces autres choses, quoi. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour, à ton sens, hein, bien sûr, mais comment est-ce qu'on fait pour rassembler toutes ces facettes? Parce que, tu vois, ce podcast, il est né du fait que je me suis rendu compte que j'ai toujours été multipotentielle, mais que, en fait, on me l'a pas spécialement dit, tu vois, on me disait plus, choisis quelque chose, tu vois, il fallait choisir. Et donc, tu choisis en fonction de tes valeurs, soit parce que t'as envie d'apprendre, t'as un désir d'apprendre tout le temps, t'aimes pas la routine, soit parce que tu veux de l'argent, enfin, peu importe, tu rentres un peu dans des cases. Et puis, en fait, tu commences à explorer ton monde intérieur et tu te rends compte que t'es et ça, et ça, et ça, et ça. Et c'est pas ou ça, ou ça, ou ça, c'est des et. Ça s'ajoute, ça s'additionne. En fait, il y a un fil conducteur. Le fil conducteur, c'est ton identité. Et je remarquais que, je pense qu'en tout cas, en tant que femme, et je vais me positionner en tant que femme, on a un peu plus accès facilement, je dirais, à nos mondes intérieurs, à nos couches, à nos facettes. Après, libre à nous de les intégrer. Et je trouve que sur la partie masculine, c'est plus compliqué, en fait, à intégrer. Il y a comme des étiquettes un peu lourdes. Et comment est-ce que toi, tu as fait ou comment est-ce que tu es en train de faire dans ton process pour rassembler toutes les parties de toi et pour pas en laisser une de côté? Je dirais déjà, je prends mon temps. Ah, et c'est vraiment deep en fait. T'as vu, c'est simple, mais c'est deep. Ouais, clairement. Parce que, du coup, l'idée aussi, c'est de se dire que c'est un phénomène naturel, tranquillou. C'est que, voilà, déjà, en commençant à se connecter à ses ressentis, il y a d'autres connexions ensuite qui s'opèrent à ses compétences, à nos croyances, jusqu'à notre identité, tranquillou, à notre sens. Et l'idée, c'est simplement de constater et d'apporter en fait les petites choses qu'il faut apporter à des moments. Par exemple, à ce moment où deux facettes d'entre nous s'entendent pas bien, trouver une façon pour les faire cohabiter, peut-être les faire fusionner ou les faire négocier, qui sait. Là, c'est le thérapeute qui parle. Hein. C'est exactement ça. Hello Elias, sinon il dit quoi? Qui est aussi toi, bien sûr. Tout le monde est toi, mais... Clairement. Franchement, c'est laisser les choses s'exprimer. Très simplement, ne pas avoir peur de créer de nouvelles choses. Parce que souvent, je pense, moi en tout cas, on m'a inculqué de la peur de la nouveauté. Et alors, ça m'a fait l'effet inverse. Du coup, en fait, j'adore la nouveauté. J'adore. Et rien ne se crée, rien ne se... Enfin, je me rappelle plus le truc là d'Albert Einstein. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, on va y arriver. C'est exactement ça. En tout cas, la suite, c'est tout se transforme, ça c'est sûr, on est d'accord. Du coup, en fait, de toute façon, rien n'est créé à partir de rien, donc... Oui.
je pense que c'est dans cette richesse-là de mélanger les facettes, de mélanger les idées que moi-même j'utilise, qui me permet d'innover, de créer de nouvelles choses, de faire des connexions et surtout s'autoriser à faire ça pour tout le monde réellement, parce que c'est toujours riche. Ça peut donner des podcasts, ça peut donner d'autres choses aussi, et c'est trop clair, bien. C'est clair. Les personnes qui viennent à vos événements au sein de votre association, donc Système Bien-être, j'ai dit votre parce que je crois que tu es pas tout seul à l'avoir créé. Oui, je suis pas tout seul. Ouais. Nous sommes un groupe de personnes, de praticiens de bien-être, donc qui touchent à de la thérapie, à du massage, à du yoga, aussi au Reiki. Et pour l'instant, les événements qu'on propose sont des événements où on veut faire connaître en fait ces sentiments de bien-être à travers des petites activités toutes simplettes, mais qui font beaucoup de bien. Mmh. Et voilà, on est qu'au début, du coup, nous commençons à créer ces événements. Qui est-ce qui vient à vos événements ? C'est quoi le type de profil ? Et peut-être aussi, c'est quel type de profil qui, toi, te touche le plus ? Parce qu'en général, quand on transmet comme ça, en fait, on se transmet à une partie peut-être ancienne de nous, ou en tout cas, il y a quelque chose qui vient faire écho à l'intérieur de nous. Du coup, je me posais la question, qui est-ce qui te touche ? Du coup, pour les personnes, c'est vraiment un peu tout le monde. C'est selon où on installe notre événement, très souvent. Okay. Et si on travaille en collaboration avec d'autres associations, cela amène le public de cette association. Et l'idée, c'est de travailler avec un peu tout le monde. Personnellement, les profils qui me touchent et qui font appel à cet ancien moi, c'est souvent des profils un peu, je dirais, en fait, le mot que je mettrais dessus, je mettrais plusieurs mots comme des gens en fait chez qui je sens qu'il y a une espèce de lueur, une espèce d'intelligence émotionnelle, quelque chose en fait, et ça je parle que des profils pour moi-même, peut-être qui me motivent un peu plus et qui me touchent beaucoup plus. C'est des personnes comme ça et en même temps avec des fardeaux et d'autres choses, et du coup c'est des profils en fait que j'aime beaucoup accompagner, que j'aime bien rencontrer, même au-delà ou juste croiser. Ça me rappelle moi, et en fait ça me donne beaucoup d'espoir de les rencontrer et encore plus de faire quelque chose avec elles, parce que là pour le coup la transmission pour moi elle est un peu plus simple. C'est comme si en fait j'avais un langage que j'arrivais à partager avec ces personnes-là, que je peux ne pas partager avec d'autres personnes. Donc voilà, c'est un peu ce style-là, c'est large, mais voilà, c'est aussi large que ça. Mais c'est beau ce que tu dis avec cette lueur, tu vois, à l'intérieur d'eux, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire quand on sent notre petite flamme intérieure se réduire, etc. Il n'y a rien de pire que de risquer de la faire s'éteindre. Et quand on rencontre quelqu'un qui voit ça en nous alors qu'on ne le voit plus, en général à ce moment-là, c'est rare qu'on voit encore qu'on a une lueur ou une lumière à l'intérieur de nous. Quand on voit ça, c'est d'un coup, cette flamme ou cette lueur, elle a la capacité de grandir, et il y a vraiment quelque chose de donner et de recevoir, parce que je pense que quand tu donnes, toi, tu reçois énormément à l'intérieur de toi. Ouais, je suis complètement d'accord là-dessus. C'est comme si donner et recevoir, c'était donner quoi, et recevoir d'ailleurs. Ouais. Ouais. Et ouais, carrément, c'est exactement ça. Et ça rappelle aussi les moments où nous-mêmes notre lueur elle a pu être affaiblie. Et c'est incroyable, c'est toute la magie du truc. C'est comme en fait le dessin avec les deux briquets. Globalement, un briquet qui tombe dans l'eau et du coup il peut plus s'allumer. L'autre briquet en fait peut juste lui filer sa flamme. Et c'est rassurant, c'est pareil. Sachant qu'en tant qu'espèce, je trouve en tout cas, en tant qu'humanité, avant même que ce soit en tant qu'être vivant, pour moi, qu'on le veuille ou pas, du fait qu'on se partage un peu plein de choses, on pourrait en fait, ou peut-être ça pourrait être plus simple d'avoir cette démarche-là entre nous. Voilà, je pose ça comme ça, et c'est un truc auquel je crois profondément. Parce que de toute façon, on n'a pas le choix, on est tous là. Ouais. Et globalement, on est tout aussi différents que similaires, donc... mettons-nous d'accord, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai, enfin, c'est ultra profond ce que tu dis, parce que déjà, il y a la première des choses, et ça, je le dis souvent, on ne maîtrise pas l'impact qu'on peut avoir dans la vie de quelqu'un.
donc positif et négatif. Et si on prend un peu la conscience de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut apporter, je trouve qu'on a quand même ce rôle de se dire, quitte à avoir un impact, essayons qu'il soit positif. Donc un sourire, une parole bienveillante. On se rend pas compte, ça se trouve, on sourit à cette personne qui était dans la file à la boulangerie et juste après elle passe un entretien. Du coup, elle décroche le poste de ses rêves. Grâce à ça, elle peut, permettre à son enfant de faire les études dont il rêve également, ou peu importe. Et c'est un truc, tu vois, un effet de chaîne où pour moi on est tous interconnectés. Et on le voit vraiment dans le quotidien, l'impact qu'on peut avoir dans la vie des gens si on prend un tout petit peu le temps, et comme tu disais, de ralentir, de pas être trop speed, juste de prendre le temps, de se dire on est tous des humains, on respire le même air, clairement. On est tous, à mon sens, vu que pour moi on a tous une valeur unique, il n'y a pas de je suis au-dessus de toi, je suis en dessous de toi, non. Il y a des vitesses d'éveil, il y a des rayonnements de lueur mais qu'on choisit pas, enfin on est comme ça, donc il y a des personnes qui vont toucher peut-être 3-4 personnes mais ça va les impacter très profondément, et il y a des personnes qui vont toucher des millions de personnes et c'est ok, ça veut pas dire qu'il est mieux, juste il est dans son rayonnement, dans son plein rayonnement, et en cohabitant tous ensemble, en s'entraidant tous ensemble, oui, je crois qu'en fait, on peut avoir un impact en tout cas positif. J'aime pas le terme changer le monde parce que pour moi, on ne change rien. Il y a un état de fait et on est qui pour croire qu'on change le monde. Par contre, on peut clairement choisir d'avoir un impact en s'impactant soi-même avant tout, quoi. Tout commence par soi. Ouais, très très clairement, très très clairement. Je suis, clairement. Et en fait, pour moi aussi, c'est un constat, parce qu'au final, quand on touche des millions de personnes, on les touche jamais seul. Personne n'a jamais fait quoi que ce soit tout seul. Et je trouve qu'on oublie souvent de dire ça. Et c'est juste rétablir les choses telles quelles. En fait, être leader ou être créateur ou être pionnier, ce n'est jamais un mérite personnel. Il y a toujours quelqu'un qui nous a porté, il y a toujours des personnes qui nous ont soutenus, motivés tout le temps sans arrêt. Et du coup, c'est juste se repartager des choses, constater la réalité qu'on fait tous. Certes, pas les mêmes activités, mais que de toute façon, on le fait tous ensemble, et quel que soit ce qu'on fait, même une guerre, c'est tout le monde fait quelque Bien chose. sûr. Juste, c'est diriger. Ils se dirigent les choses entre eux, les cons, mais sinon... c'est AMPA, je précise. J'avais pas entendu ça. Hein. Ouais, il y avait aussi un peu de ça. Mais vraiment, c'est ça l'idée. Ce n'est pas ça, par exemple, ça peut être au niveau du rêve. On pourrait positionner cette idée-là comme un rêve. Pour moi, au niveau de la réalisation, ça donnerait du coup, en travaillant dans une équipe ou avec une équipe, qu'on soit leader, quel que soit le positionnement qu'on a, en fait, c'est comme si nous, les êtres humains, on avait une capacité de s'assembler avec nos cerveaux, avec nos pensées. Et c'est comme si, en tant que leader, en tout cas, et de mon point de vue, l'idée, c'était de harmoniser le tout, comme un concert de musique. On donne juste un peu le rythme, et on fait en sorte, en fait, que les gens se mélangent. Et ça se fait naturellement. Et j'ai expérimenté ça, et nous l'expérimentons dans notre association pour venir avec les projets, pour trouver même les statuts, même le nom de l'association. C'est sous forme de petits jeux, juste de discussion, et au bout d'un moment, pas très long, il suffit juste de poser le cadre avant, un résultat apparaît. C'est un résultat assez imprévisible, qui est fait à la fois de tout le monde, et vu que, même si c'est pas tacitement dit que chacun va parler, chacun va donner son avis, et que tout le monde doit le valider, c'est ce qui se fait naturellement. Il suffit juste de voir les visages de chacun, et de voir, en fait, au moment où une idée est proposée, au ressenti, comment les gens réagissent, si c'est ok ou pas. Et voilà. La magie de l'intelligence collective, quoi. C'est ça, pour le moment, c'est ça. Et j'explore cette voie-là, parce que nous sommes que des êtres humains, finalement. Donc, voilà. Je te vois trop comme un expérimentateur. Là, tu vois, plus tu me parles, et plus je pense au fait qu'il y a eu des peurs de ta famille d'aller explorer la nouveauté. Bah, du coup, ça fait que toi, tu vas explorer la nouveauté. La notion aussi d'aller bien comprendre, bien maîtriser pour pouvoir simplifier. Et du coup, je me dis, mais toi, Elias, dans ta vie, en fait, ta vie, c'est un laboratoire, quoi. C'est un laboratoire d'expérience. Ouais, clairement. ouais. C'est vraiment, ouais.
Dit comme ça, ouais. Et en utilisant tes ressentis corporels pour aussi savoir si c'est une expérience bénéfique, bienveillante, qui est bonne pour ton système nerveux, ou au contraire une expérience. Bon, ok, je suis content de l'avoir fait, mais honnêtement, c'est pas ok quoi. Je vais pas dans cette direction. Ouais, carrément. En fait, c'est digérer ses émotions, et je sais pas en fait comment ça se passe dans la tête des autres. C'est une question que je me pose très souvent, mais en fait, je sais pas, l'instinct et tout, pour moi, ce genre de truc a toujours pris beaucoup de place dans ma façon d'être. Et l'idée, bien sûr, c'est pas on ressent quelque chose, c'est la vérité, parce que c'est pas vrai, c'est qu'une émotion. Par contre, si on l'écoute comme une personne à la limite, ou alors juste comme un livre, quand on lit, on prend le temps de l'écouter, à ce moment-là, elle nous délivre une information. Et sachant qu'on a, je pense, des centaines, des milliers d'émotions et donc d'informations toute la journée, si on apprend à les écouter, en fait, on a juste un réseau d'informations qui nous alimente tout le temps sans arrêt. Et peut-être sur certains points, il est moins fiable, mais sur les rapports humains, sur ce qui concerne les êtres humains, ce qu'on fait, et du coup dans tous les aspects, social, économique, et tout, je trouve que c'est très intéressant d'utiliser ce ressenti et ces ressentis pour nourrir la réflexion. Là-dessus, ou sur ce qu'on peut faire, ou sur ce qu'on vit, ou dans n'importe quelle situation. Notre ressenti est notre allié. Quand on ressent de la peur, c'est pour nous aider que la peur est là. Quand on ressent du stress ou de l'anxiété, c'est pour nous aider. Quand on ressent des émotions fortes, très fortes, submergives ou traumatiques, c'est pareil, c'est là pour une très bonne raison. Et je pense qu'avec le temps, on finit par apprendre à juste rentrer dedans, simplement, et vivre ses émotions et s'apaiser. Il y a des émotions, toi, qui sont plus difficiles pour toi à vivre, ou à exprimer, ou à extérioriser? Ouais, clairement, pour moi, déjà, je dirais la honte. La honte? Ouais, c'est assez compliqué quand j'ai honte de l'exprimer. Et puis, sinon, la colère. Du moins, la colère face à un danger, quand mon être a l'impression que sa sécurité est en risque. Ouais. Sinon, la nostalgie, à des moments, du moins fut quelques années, la nostalgie, ouais. Voilà, par ça, les émotions, ça va. Globalement, elles circulent, tranquillou. Ouais. La honte, elle ressemble à quoi à l'intérieur de toi? Si elle devait avoir une couleur, une forme, une texture, elle ressemblera à quoi? Quelque chose de gluant. Gluant et de collant. Quelque chose, en fait, qui peut se démultiplier aussi. Je peux en avoir un peu dans mon doigt, et si, en fait, je l'accepte pas sur le moment, ça va commencer à grandir, et puis j'en ai sur ma main, et puis. Ouais. Et puis aussi, pour moi, la honte, c'est assez, ça me met dans un état de vulnérabilité, parce qu'en fait, des fois, on a été éduqué par la honte, et il faut savoir que à travers la honte, en fait, il y a une porte qui se crée vers l'intérieur de notre être, c'est-à-dire qu'on peut se remettre en question plus que nécessaire après un moment de honte. Ouais. Et moi, j'ai toujours peur de ça. Parce que si j'ai honte, je peux beaucoup me remettre en question, mais pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire aller au-delà de certaines choses profondes en moi qui font partie de moi. Ouais. Et en fait, ça me fait peur. La honte, elle me fait peur. D'accord. Et j'apprends à la gérer petit à petit. Ouais, c'est pas du tout une sensation qui est facile à gérer. La honte, en plus, elle est souvent, enfin, j'imagine que si toi, t'es tout seul avec toi-même, tu la ressens pas. En général, c'est par rapport aux autres, c'est l'extérieur. D'où le fait, je peux tout à fait comprendre, d'où le fait que, du coup, si l'extérieur te fait ressentir de la honte, il y a aussi cette notion de on vient toucher mon identité propre et mon humanité. Et ça veut aussi dire, est-ce que je suis assez en étant comme ça? Est-ce que je suis bien? Ça vient, je trouve, toucher quelque chose de très profond et d'identitaire, où en effet, une des solutions que plein d'humains prennent, c'est je vais changer qui je suis pour correspondre à l'extérieur. C'est exactement ça. Et pour moi, c'est pas légitime. C'est plus, une faille qu'on crée dans nous. Et ça peut être vraiment terrible pour le coup.
Puis la colère, c'est beaucoup d'énergie, j'ai l'impression. Ouais. Du moins, les niveaux de colère auxquels je pense, c'est énormément d'énergie et c'est comme si la réalité sautait, en fait. C'est comme si, voilà, le plus important, c'était de déverser l'énergie et on s'en fout du reste. Et j'ai oublié, c'était quoi la troisième? C'était la nostalgie. Ah, la nostalgie, c'est l'absence de ce qui a été. En fait, pendant un moment, c'est comme si le passé me manquait. Et c'est dingue, hein, ça me manque toujours. Mais c'est juste là, voilà, je visite mon passé à des moments et ça va mieux. Simplement. Ouais. Si j'ai envie de repenser, je m'autorise à repenser à des moments de mon enfance, je m'autorise à repenser à des endroits, à me laisser surprendre par des stimuli que je retrouve aujourd'hui à Paris, qui peuvent m'emmener à Béjaïa, à un été dans mon village ou à une journée de plage. Et ça, pour moi, ça guérit beaucoup ma nostalgie. Parce que elle avait besoin d'être apaisée. Elle était très très forte. Ouais. Est-ce que tu es retourné en Algérie? Toujours pas depuis 4 ans. Enfin, pas toujours pas, mais je suis pas retourné depuis 4 ans. Alors... Tu y penses? À y retourner, à aller voir le... Ouais, je pense, j'y pense toujours. C'est pareil, très apaisé, parce que il y a quelques années, c'était vraiment une envie, enfin, il y a encore 1 an, c'était une envie qui prenait le pas sur plein de choses. À certains moments, je pouvais pas... En fait, c'était comme une dépression parce que ça allait pas, quoi. J'avais qu'une seule envie, c'était d'y retourner. Et en même temps, j'ai fait des choix dans ma vie qui m'amènent au fait que je ne puisse pas encore y retourner pendant un petit bout de temps. Okay. Et en fait, j'ai juste appris à être citoyen du monde, à faire partie de cet univers en entier. Si j'ai envie de repenser au fait d'être chez moi, j'y repense sans penser. Et je vis ma vie sur Terre. Je sais que je pourrais y retourner si je veux. Je sais aussi que si j'y retourne pas, ça fera partie de mon existence, ça me dérange pas. Mais c'était une expérience très turbulente, parce que moi je l'ai vécu vraiment comme le fait de quitter, comme perdre une connexion au début, perdre beaucoup d'énergie, beaucoup de ressourcement. C'est les racines, donc c'est les jambes aussi, tu vois. Je sais pas après quelles conséquences ça a pu avoir, soit sur ta santé au niveau des jambes, soit sur ta mise en action. Mais c'est vrai que quand on se coupe une partie, en tout cas, de ces racines, mais c'est pour le meilleur parce que pour l'instant, c'est ce qui est le meilleur pour toi et le plus juste, le plus aligné. Et tu le dis avec beaucoup de foi aussi en l'avenir. Et puis tu sais que rien n'est figé, ça c'est clair et net. Mais j'imagine bien que ça s'est pas passé dans la douceur, en fait. Il y a comme une forme comme d'arrachement. Enfin, j'entends, en fait, tu le dis pas, hein, mais j'entends la notion d'arrachement. Et quand on est arraché, bah oui, ça peut saigner. On peut avoir l'envie de reconnecter pour revivre, alors que peut-être que tout ça t'a juste permis d'apprendre à t'enraciner toi-même et à devenir à la fois tes propres racines, faire tes propres choix pour te cultiver et aussi avoir à la fois que ce soit en France, en Algérie, n'importe où sur Terre, tu es toi, quoi, dans ton identité propre. Ouais, clairement, ouais. Ouais, exactement. Puis il y a toujours un petit rêve d'amener le rêve, du coup, en Algérie, d'amener des choses bonnes, agréables, éventuellement, bien sûr, parce que très jeune, je me suis dit que j'allais être ni martyr, ni... mon existence, je la garde pour moi. Très clairement, je partage aux autres, mais pas dans ce sens-là, pas dans le sens de donner avant soi. Et en attendant aussi, je me rends compte que, franchement, toutes les terres se valent. Il y a de la beauté énormément partout, il y a de l'eau partout, il y a de la nature partout, il y a de très belles personnes partout. Donc voilà, hein, c'est arraché effectivement, saignement et tout, et puis on cicatrise. Et puis, on gagne de nouvelles aptitudes, j'imagine, et la vie continue. Qu'est-ce que tu pourrais partager justement à des personnes, parce qu'il y en a quand même beaucoup dans mon podcast, donc des personnes de différentes origines qui pourraient tout le temps avoir la sensation d'être entre deux cultures. Alors, je parle même de personnes nées en France, mais qui sont originaires de plein d'autres pays, où à la maison, c'était la culture du pays qui primait, et puis
il se développait finalement dans un contexte français avec des codes occidentaux. Et quand il me le partage, j'entends, tu vois, la dualité à l'intérieur d'eux. Puis comme on a parlé précédemment de rassembler des différentes parties de soi, toi, qu'est-ce que tu pourrais... alors, c'est pas tant un conseil, mais c'est plutôt un partage que tu pourrais leur faire depuis ton cœur pour justement qu'ils soient dans cette réunion et qu'ils transforment ce qui a pu être comme des oscillations ou des dualités ou peu importe un truc qui pouvait être perçu comme bancal, en au contraire une force de réunion et une force d'identité marquée. Ok. Alors, dans l'idée, c'est très simple. Franchement, super simple. J'adore quand ça commence quoi. Dans l'idée, bah alors après il y a la pratique, c'est ça. C'est ça. Il y a aussi le fait de prendre son temps, toujours et toujours. Dans l'idée, déjà quand on parle là-dessus, c'est bien de bien comprendre les choses. Du coup, par exemple, en termes d'identité, pour moi, j'ai une identité kabyle, algérienne, et une identité que j'ai ici en France, que je pourrais dire française. Les deux s'affrontent à des moments, très clairement, parce que les deux, elles ont des raisons de se conflictuer. Pour moi, et ça peut être en fait une idée d'imaginer des choses comme ça, comme un peu un jeu. Un peu comme si une de ses identités était un personnage et l'autre de ses identités était un autre personnage, avec ses caractéristiques et avec une vision, une façon de voir les choses. Par exemple, dans mon cas, pour mon identité kabyle algérienne, la fierté est mise en avant, l'indépendance, l'hyper-indépendance, le lien avec la nature, mais aussi des séquelles de répression, des séquelles après la guerre d'Algérie, après la colonisation. Tout ça est toujours présent. Et du coup, comme une espèce de sentiment de révolte, de vouloir se venger en quelque sorte. Si je prends de l'autre côté, mon identité française, qui est un peu plus récente du coup, mais pas réellement, car j'ai appris français à 4 ans, donc je brassais déjà une certaine culture française. Et du coup, peut-être c'est pour ça, dans mon cas, j'ai eu les deux qui grandissaient ensemble, en tout cas. L'identité française, elle est très ouverte chez moi. Et en même temps, j'apprends, à avoir ces façons de voir typiquement françaises. T'inquiète. Et c'est super génial. Franchement, c'est super génial. C'est différent. Et pour moi, j'y trouve beaucoup d'ouverture. Je trouve la culture française très ouverte. Certes, ouverture, c'est la capacité réellement de s'intéresser à autrui, de s'intéresser à d'autres cultures, d'avoir à l'intérieur de soi d'autres cultures, que cela soit assumé ou pas, cela n'a aucune importance, c'est là, et ça se sent, réellement. Et du coup, en fait, moi, dans ce cas-là, l'identité française, elle a pas grand-chose contre l'identité algérienne. Si ce n'est qu'elle est un peu surprise que l'identité kabyle algérienne soit un peu en colère contre elle. Et pour me sentir mieux avec ce conflit-là, je me suis beaucoup intéressé à ce genre de conflit, en fait, chez des personnes. Donc, que ce soit au cinéma, que ce soit en parlant à des personnes, j'ai discuté avec des pieds noirs, j'ai discuté avec des harkis, j'ai discuté avec des gens qui ont fait la guerre en Algérie et du côté des Algériens, mais qui n'avaient pas la même version que celle de l'école, qu'on m'a apprise, pour dire aussi que l'identité est façonnée selon notre culture. Donc, choisir de fermer son identité, ou peut-être sans le choisir, sachez que ça peut être qu'une option. Car finalement, en s'intéressant et en apprenant, on ouvre notre identité. Par contre, si on reste sur des phrases, des croyances figées, par exemple, dans mon cas, ça serait la France, elle a colonisé l'Algérie, c'est pas bien si je reste que là-dessus. Cette phrase-là, déjà en soi, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de généralisations et très peu de faits. Car factuellement, qui est la France? Qui est l'Algérie? Et c'est super intéressant ce que tu dis. Exactement. En approfondissant les choses comme ça, on se rend compte le conflit a une origine. Pour moi, il a sa raison d'être, très clairement. Et le fait de tirer cette raison d'être peut beaucoup apaiser. Parce qu'après, on peut la transmettre, on peut en faire quelque chose. Et à travers ça, on peut choisir, comme moi, de mettre les deux parties en accord. Chacune continue à exister un peu de son côté, mais elles sont toutes les deux beaucoup plus d'accord et elles s'enrichissent. Ça peut être de fusionner les deux parties pour d'autres, donc que les deux en forment une seule. Cela peut être
mélanger à un autre point, d'intégrer une troisième, toutes les solutions sont permises, on est en imagination. C'est comme si on avait deux matières qui avaient du mal à être mélangées ou à être ensemble au même endroit, et toutes les solutions qu'on peut utiliser sont bonnes à prendre. La base, ça serait de comprendre, de ressentir et puis de s'autoriser, simplement. Comprendre, ressentir et s'autoriser. Ouais. La compréhension, ça revient tout le temps dans ton process. Hein. Ouais, t'as clairement. besoin de comprendre. Ouais, clairement. Ouais. C'est soit je comprends, soit je suis perdu. J'adore. En même temps, quand on a une énergie de transmission, c'est quand même un peu mieux de comprendre ce qu'on fait. Ouais, clairement, ouais. Comprendre ce qu'on fait et comprendre qui l'on est. C'est plus facile de comprendre ce qu'on fait, je pense, que de comprendre qui l'on est. Ouais. Parce qu'une fois encore, on a notre petit prisme et notre petit humain en nous, tu vois, on maîtrise tellement pas la grandeur de ce que l'on est, je crois. Clairement, ouais. Enfin, on choisit le 10e des actions qu'on veut faire. Enfin, on contrôle pas grand-chose et on se laisse surprendre. On se fait manipuler par soi-même. Et ouais, les rêves, c'est ça. C'est clair. Et la compréhension, c'est hyper important. Parce que aussi, ça, pour moi, en tout cas, ça apporte beaucoup de tranquillité, de sérénité, de savoir globalement ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de vivre. Ça enlève en fait le poids, ça amène la conscience. Pour moi, très clairement, la conscience. Et pour moi, la conscience n'est pas là pour contrôler ce qu'on fait. Elle est là comme une bougie pour un peu éclairer ces endroits un peu plus sombres qu'on voit pas, pour un peu comme si elle arrivait à apaiser le tout, à l'équilibrer, un peu à traiter les petites choses qui ont besoin d'être traitées. Pour moi, c'est un peu ça. La compréhension, elle amène à tout ça. En tout cas, il n'y a pas de hasard que tu aies fait quand même des études en ingénierie. Je dis ça, je dis rien. Ouais, je pense quand même que finalement, il y a un petit lien, même si tu l'utilises pas, on pourrait dire concrètement, d'un point de vue extérieur, on pourrait dire rien à voir. En fait, je pense quand même qu'il y a un petit lien. Et cette notion d'ingénierie, c'est aussi peut-être comprendre globalement le fonctionnement humain, comprendre les relations, comprendre le monde dans lequel on vit. En fait, essayer de mettre de la compréhension pour qu'il y ait une forme d'harmonie entre les êtres et parce qu'il y a vraiment ce truc un peu que je ressens chez toi, de co-création, en tout cas de partage, d'être ensemble. Peut-être aussi que ça vient te toucher particulièrement parce qu'il y a eu des moments où tu as été tellement tout seul, comme dans un enfermement seul, que tu sais, ça vient encore plus appuyer de je veux plus être seul, mais en fait déjà c'est impossible d'être seul. C'est impossible, même le plus grand des ermites, il est pas seul. Donc ouais, clairement, on n'est pas seul et on peut pas être seul, et par contre être ensemble, ce n'est pas non plus fusionner tout le temps, il n'y a pas de nécessité. Ouais. Mais on vit ensemble en fait, il n'y a pas le choix, et du coup faisons de bonnes choses avec, co-créons. Ouais, carrément. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager qui est là vivant à l'intérieur de toi, que tu as eu la sensation peut-être de pas couvrir? Ça peut n'avoir aucun rapport avec notre conversation, juste quelque chose que tu aimerais rajouter ou transmettre là? Je dirais que la vie, franchement, c'est assez tranquille. Et je trouve qu'on s'en rend compte quand on a vécu des choses qui ont l'air moins tranquilles. En fait, on se rend compte que vraiment, la vie, c'est tranquille. Et toutes les choses qu'on nous dit où non, c'est pas tranquille, où il faut donner, il faut assurer, il faut, ce n'est pas vrai, réellement. Et en fait, on peut s'autoriser de choisir notre propre phrase motrice qui ferait qu'on est bien, simplement. C'est quoi ta phrase motrice? Beauté et simplicité, je pense. J'adore. Incroyable. Merci à toi. Elias, la dernière question que je pose à tous mes invités, c'est comment tu te sens après cette conversation? Comment c'est là pour toi? Franchement, c'est comme si j'avais pris un petit bain dans ma source. C'est très alignant. Je me sens bien. Je me sens super bien. Plus apaisé, et, effectivement. En fait, là, j'ai senti que j'ai donné, j'ai reçu, et c'est très agréable. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir partagé avec ton cœur et de m'avoir reçu dans ton salon de massage. Merci beaucoup d'être venu. Merci, et longue vie à tous tes projets aussi, vraiment. Au nôtre. Tu m'as apporté de la lumière. Amen. C'est ça.